L'absence des agents de la fonction publique prend de plus en plus de l'ampleur au sein des administrations camerounaises. Une sonnette d'alarme a été tirée par le secrétaire général de la présidence de la République à travers une correspondance adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène d'absentéisme dans les services publics au Cameroun? Comment les usagers vivent-ils ce phénomène, ou plus encore, quelle est la recette à utiliser naturellement pour rendre efficients les services dans nos administrations publiques au Cameroun? Voici les points d'interrogation qui constitueront l'ossature de cette première partie du grand débat édition de ce jour sur les antennes de la plus républicaine des télévisions Cam10. En deuxième partie, nous parlerons coopération. Nous mettrons le cap sur la Guinée équatoriale pour questionner l'aide ou encore l'assistance du Cameroun à travers le président de la République, son Excellence Paul Biya, à la Guinée équatoriale qui a de cela quelques jours seulement été le théâtre de quelques épisodes sombres. Il y a eu explosion du côté de la capitale économique de la Guinée équatoriale dans une base militaire à Bata. On reviendra sur les clichés, les temps forts de cet événement qui est sanglant pour ce pays et dont le président de la République du Cameroun coopère et vient en aide à travers une assistance. Voilà ainsi les thèmes qui constitueront les points de réflexion à cette émission du grand débat. Et ce matin, ils seront analystes politiques, ils seront hommes politiques, ils seront politologues, ils seront même fonctionnaires à décrypter, à décortiquer cette actualité avec nous ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au débat. Armand Zambo, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, je suis Joël Sidney, bonjour aux co-panélistes et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé pour ma modeste personne de prendre part au grand débat. D'accord, je rappelle que vous êtes chercheur du côté de l'Institut des relations internationales du Cameroun lyrique. Je crois que c'est ça. Oui, effectivement. Vous avez également commis sur le marché un document, un livre que nous avons déjà eu le privilège de présenter à nos téléspectateurs dans nos éditions précédentes. En effet. Merci d'avoir accepté notre invitation. La deuxième invitée et pas des moindres, il s'agit naturellement de Madame Marie-Jeanne Abega, qui est femme politique, présidente de la fédération UNDP pour la Léquier. Merci de votre présence ce matin. Merci Joël, merci à des millions de téléspectateurs de Cam10 TV. Et tout le plaisir est le mien d'être parmi vous. D'accord, merci bien pour cette marque de confiance que vous nous accordez en acceptant notre invitation. Le troisième invité, il s'agit naturellement de Monsieur Otungini, qui est pour cette émission et jusqu'aujourd'hui, il faut le rappeler, je vous taquine un tout petit peu, représentant de l'association camerounaise pour le réarmement moral. La toute première fois que vous êtes sur notre plateau, on vous souhaite de façon officielle la bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre plateau. J'ai connu un peu certaines de vos émissions par des personnes qui me sont proches, qui travaillent avec vous, ma femme qui est passée également une fois sur votre plateau. Et puis j'ai suivi certaines de vos émissions, je me trouvais ça très intéressant. Alors, de m'avoir invité aujourd'hui, c'est un honneur. Je sais pas, à titre personnel, vraiment, parce que je vais y participer à titre personnel, non pas tant qu'officiel. Je ne suis pas représentant d'un ministère, je ne suis pas représentant d'une association. Enfin, je suis représentant de mon association, l'association pour le réarmement moral, dont j'étais président jusqu'à tout récemment, et pour lequel je vais mettre un certain nombre d'idées qui pourraient peut-être être prises en compte dans notre Ah, c'est une association qui a été mise en place. Ça m'intéresse bien. On fera un très beau partenariat avec Cam10 Télévision parce que c'est la républicaine. Le quatrième invité va nous rejoindre dans ce studio dans un très court instant. Ce sera dans 4 ou 5 minutes. Il s'agit naturellement du professeur Edmond Biloa. Mais avant de le recevoir dans ce studio, allons rapidement du côté de la régie prendre le round-up de l'actualité, le résumé de l'actualité tel que traité par la rédaction centrale de Cam10 Télévision. Et ce round-up porte l'estampille, la signature Mathieu, la griffe, l'empreinte vocale de Roland Dentil. Round-up de l'actualité. Parmi les 5 régions que compte le continent,
l'Afrique centrale est de loin la zone la moins intégrée avec des échanges commerciaux intracommunautaires à moins de 20%. La circulation des biens et des personnes est un enjeu crucial dans un espace économique en dépit des entraves politiques. En l'occurrence, cette partie du continent fait face à de sérieux problèmes infrastructurels. Conséquence, il est difficile de circuler d'un pays à un autre à cause de l'insuffisance criarde des moyens de communication. Pourtant, lors du sommet extraordinaire le 22 novembre 2019 à Yaoundé, les chefs d'État de la sous-région avaient décidé de la mise en œuvre de 12 projets intégrateurs prioritaires comme palliatif à ce problème d'intégration. Mais 2 ans plus tard, rien n'a vraiment bougé. Qu'est-ce qui coince, se demandent les uns et les autres. Parlons à présent de la session parlementaire en cours. Le bureau définitif de la Chambre basse est désormais connu. Unique candidat à sa propre succession, il a obtenu 147 voix sur 162 votants, soit 15 bulletins nuls. C'était lors de la plénière présidée par la doyenne d'âge Koa Laurentine, épouse Mbédé. Au Perchoir depuis 1992, Cavaillé Yégué Djibril s'engage à œuvrer pour la paix en synergie avec ses collègues sur l'ensemble du territoire national. Pourtant très attendu, le renouvellement des bureaux des 2 chambres n'a pas eu lieu. On a plutôt assisté à une reconduction de Marcel Difundi au Sénat et Cavaillé Yégué Djibril à l'Assemblée nationale. Il est donc attendu de ces 2 instances, au terme de cette session parlementaire, des solutions hautement mûries quant aux décisions que prend l'État face à la crise sanitaire actuelle et autres sujets cruciaux. Puisqu'on parle de crise sanitaire, notons que les pays africains comptent beaucoup sur le vaccin AstraZeneca, moins cher et plus facile à stocker pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pourtant, certains pays européens, dont l'Allemagne et la France, ont suspendu le déploiement de ce vaccin par crainte qu'il ne soit lié à la formation de caillots sanguins chez les personnes qui l'ont reçu. Comment comprendre donc que plus de 20 nations africaines ont reçu environ 14,5 millions de doses dans le cadre de l'initiative mondiale COVAX et beaucoup ont même déjà commencé à vacciner? Cependant, vu que l'efficacité du vaccin AstraZeneca fait débat, l'Afrique du Sud notamment se tourne vers le vaccin du laboratoire Johnson & Johnson. Pourtant, l'efficacité de ce dernier n'est prouvée qu'à 22%, et ce, uniquement contre les formes modérées du variant sud-africain. Pour ce qui est du vaccin de Pfizer-BioNTech, il n'est pas adapté au contexte africain car impossible de le stocker aux températures requises. Se procurer le vaccin n'est donc pas le seul défi auquel font face les pays africains. Il faut aussi choisir le plus efficace pour sa population. Parlons de toute autre chose à présent et intéressons-nous aux services publics. L'absentéisme des fonctionnaires et agents publics de leur lieu de travail est devenu légendaire au Cameroun. Les principaux occupants abandonnent leur bureau administratif et brillent par leur absence. Pour endiguer totalement ce phénomène, la lettre du secrétaire général de la présidence de la République au secrétaire général de la primature le 9 mars dernier apparaît comme un ultimatum. Mieux, c'est un impératif pressant et un rappel à l'ordre en direction de ceux qui émargent à la fortune publique sans produire la contrepartie. Voici qui met un terme à cet exercice, chers téléspectateurs. À vous, chers panélistes, bon débat et merveilleux dimanche. Merci à Roland Dentil pour sa signature mature de ce round-up qui nous retrace l'actualité telle que traitée par la rédaction centrale de Camdis Télévision. Merci à toutes les équipes de la rédaction pour ce qui est fait de ce côté-là. Alors, nous a rejoint dans ce studio le professeur Edmond Biloa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, bonjour aux copanélistes et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent.
Merci bien. Je rappelle que vous êtes vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2. C'est ça. D'accord, merci de nous honorer par votre présence sur ce plateau. Et à un court instant seulement, on suivait le round-up de Roland Dentil. On a parlé de libre circulation en zone SEMAC. C'est pas encore confirmé, c'est pas encore efficient, on va lui dire. Qu'est-ce qui coince, professeur? Bon, ce qui coince, c'est qu'il n'y a pas la volonté politique des pays de l'Afrique centrale d'implémenter ça. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, les habitants de l'Afrique de l'Ouest circulent librement. Quand vous êtes au Nigeria, moi je voyais, quand j'enseignais au Nigeria, je voyais mes collègues nigérians qui allaient en Côte d'Ivoire, ils allaient au Sénégal, ils allaient au Ghana. Mais moi, quand je veux aller au Congo, j'ai besoin d'un visa. Quand je veux aller en Guinée équatoriale, j'ai besoin d'un visa. Donc, il va falloir que les chefs d'État de l'Afrique centrale, de la CEMAC, s'entendent. Il y a quelques pays qui sont réticents à une libre circulation des biens et des personnes. Je pense notamment à la Guinée équatoriale et au Gabon. Je leur dis que quand vous allez au Nigeria, si un citoyen camerounais va aller au Nigeria, il n'a pas besoin de passeport. Il a juste besoin de sa carte d'identité. Et vice-versa. Et le Nigeria ne nous a jamais envahis. Et les Camerounais n'ont pas quitté en masse le Cameroun pour aller au Nigeria. Donc, penser qu'il y a des citoyens en Afrique centrale qui veulent envahir certains pays d'Afrique centrale, c'est une vue de l'esprit. N'est-ce pas? Chacun aimerait bien rester chez lui. Donc, il va falloir que les dirigeants de la CEMAC revoient leur copie et qu'ils arrivent à une conclusion probable. D'accord, merci bien. Professeur, il faut rappeler également que l'actualité au cours de cette semaine a été marquée par l'élection des bureaux des deux chambres parlementaires, naturellement le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Alors Armand Zambo, votre regard de façon analytique bien sûr sur le désormais bureau qui va présider aux destinées de ces deux chambres parlementaires. Je vais citer tout de go. On se demande s'il y a lieu de faire une analyse là-dessus. Quand on sait que au niveau des deux chambres, il y a eu, si on peut le dire ainsi, la reconduction des deux présidents, c'est-à-dire en ce qui concerne l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, le très honorable, et en ce qui concerne le Sénat, Marcel Nyadjifendi. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire là-dessus? Bon, c'est juste qu'en réalité, les Camerounais, c'est-à-dire la jeune génération, espéraient justement que lorsque le président, son excellence Paul-Biya, parlait d'une transition générationnelle, on s'attendait peut-être à ce niveau, qui est par exemple des changements, mais quelle n'est pas notre surprise de nous rendre à l'évidence compte qu'il n'y a pas eu de changement. Mais si on peut faire une autre lecture en tant que politologue, c'est de dire que relativement à ce bureau, on constate qu'il n'y a aucun membre du Social Democratic Front de Joshua aussi. Donc, et là, on se pose donc des questions de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, ou alors est-ce qu'il y a, si on peut le dire ainsi, on va dire des idées latentes qui peuvent nous permettre d'expliquer ces retraits du SDF du bureau, par exemple, de l'Assemblée nationale. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a véritablement eu aucun changement. Donc l'analyse que le politologue que je suis peut faire est une analyse objective pour dire qu'en réalité, lorsque nous avons fait le tour des réseaux sociaux, on a pu constater, si vous voulez, ainsi, la déception des jeunes. Parce que moi, j'ai parcouru les réseaux sociaux depuis ce jour, mais honnêtement, les jeunes sont dessus. Même si le professeur Mathias Eric Owanangini est revenu là-dessus, en disant qu'en réalité, lorsque le président parlait de la transition générationnelle, il ne s'agit pas d'une transition automatique. La transition est progressive et que la transition ne saurait véritablement débuter au sommet de l'État. Parce que lorsqu'on parle par exemple du Sénat, on sait que le Sénat est la chambre, entre parenthèses, si on peut le dire ainsi, des nobles, des sages, et que des jeunes
ne peuvent pas encore être considérés comme étant des sages. Et vu sous cet angle, il est donc difficile à l'heure actuelle de voir un jeune présider au destiné de cette auguste chambre. Donc c'est pour dire qu'en réalité, parler de transition générationnelle, c'est un processus et que le président, son Excellence Paul Biya, véritablement fait désormais confiance aux jeunes et que les jeunes doivent davantage être patients et continuer à travailler. D'accord. Alors, Marie-Jeanne Abega, vous représentez l'UNDP sur ce plateau. C'est clair, l'UNDP a des sièges au Parlement, naturellement à la chambre basse, mais est-ce que ça ne vous gêne pas de savoir que quand on regarde la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, on se rend compte que le RDPC a tout pris. C'est à peine si on a 2 députés. Je crois il y a Cabral Libi qui est secrétaire, il y a Joshua aussi, je crois, questeur. Et puis le reste c'est carrément le RDPC. Où est l'UNDP dans ce rôle, j'ai envie de dire? Je vais prendre la parole en ma qualité de femme politique et responsable à la base de l'UNDP pour le compte de la LICI. Oh ouais. Je veux dire que l'UNDP n'a pas été lésée. Au bureau de l'Assemblée nationale, nous avons un vice-président au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. Oui, et puis la lecture qu'on peut faire. C'est Baoro. Abali, le député de la Vina. Oui, c'est ça. Il est le 5e vice-président de l'Assemblée. Et le débat autour de la reconduction du bureau, du vote, de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale qui s'est passé cette semaine, moi je pense que ce débat devait avoir lieu lorsque le mandat actuel avait commencé. Le mandat a commencé, on a élu un bureau, on a placé un bureau. Si à chaque fois il faut renouveler le bureau, à chaque session, changer les gens, ça veut dire que notre constitution a du boulot et elle a du chemin à faire. Si le mandat est de 5 ans, ça veut dire que ceux qui sont élus dans les bureaux devraient avoir leur mandat de 5 ans, sauf en cas de faute lourde. Donc, ça interpelle donc les constitutionnalistes à revoir le processus d'élection des membres des bureaux des chambres, Assemblée nationale et Sénat, parce que ça fait débat. Si la Constitution prévoyait que à l'entrée du mandat, au début du mandat, on votait le bureau une fois et le bureau continuait à travailler tranquillement, il n'y aurait pas ce débat aujourd'hui. Mais comme ça n'est pas prévu dans la Constitution, et il faut toujours à chaque session, à la session de mars, on renouvelle le bureau, à la session de juin, on renouvelle le bureau, ainsi de suite, c'est ça qui fait débat. Donc il faut revoir. Donc les constitutionnalistes, le Conseil constitutionnel, ils sont interpellés et il faut qu'il y ait un projet de loi dans ce sens pour taire le débat. D'accord. Alors, merci bien. Monsieur Otungini, le réarmement moral, je voudrais qu'on en dise un mot là-dessus. Question de comprendre ce que c'est. C'est vrai que c'est une association qu'on découvre pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est véritablement? Oui, le réarmement moral n'est pas une nouvelle association, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas une association exclusivement camerounaise. Ah, d'accord. C'est une association mondiale, c'est un mouvement mondial qui a presque 100 ans d'existence, qui a pris vie en Suisse dans les années 1920 par le biais d'un pasteur, un pasteur d'origine américaine qui s'appelait Frank Bookman, qui a, pour terme d'un certain processus de réflexion et de méditation, etc., et abouti à la conclusion que pour changer le monde, il faut commencer par soi-même. Changer le monde en commençant par soi-même. Et il a abouti à l'analyse qu'il y a un certain nombre de valeurs fondamentales qu'il faudrait appliquer pour que le monde vive en paix et vive de façon harmonieuse. Il a parlé de l'honnêteté, de valeurs de l'honnêteté, des valeurs de l'amour, de l'altruisme et une quatrième valeur qui viendra, qui ne vient pas tout seul à l'idée. Enfin bref, ce mouvement existe et a été très utile à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde a été détruit, où la France et l'Allemagne étaient en guerre. Et bon. Donc il a aidé à reconstruire l'Europe, par lequel, n'est-ce pas, également, un certain nombre d'autres réalités ont apparu. Et également, au niveau de la décolonisation de l'Afrique, il a joué un rôle important. Ici au Cameroun, il a pris acte vers la fin des années 50 avec la décolonisation, où un de nos anciens premiers ministres s'appelait Charles Assalé, le premier ministre du président Idjo, est allé dans une de ces réunions, est revenu et il a milité en faveur de l'harmonisation lors de la décolonisation. On a appelé le réarmement moral à l'époque le soldat inconnu, n'est-ce pas, de la lutte contre la colonisation au Cameroun. On a joué un rôle très important. Enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est simplement pour vous dire que c'est un mouvement qui existe. Alors, il est revenu en force ces dernières années, maintenant pour remettre en valeur, pour vous dire un peu, pour étudier la tautologie, un certain nombre de valeurs fondamentales qui manquent à notre société. Et le président de la République, dans un de ses discours, a parlé de la nécessité du réarmement moral pour la jeunesse camerounaise. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a pris ce mouvement-là et a fait en ce moment beaucoup de publicité. Mais nous, en tant qu'association pour le réarmement moral, nous avons un certain nombre d'éléments sur lesquels nous fondons pour essayer de faire en sorte que notre société, qui connaît en ce moment un certain nombre de problèmes, se remette à pied d'œuvre pour rétablir une bonne gouvernance, etc. Donc le réarmement moral existe. Nous pourrons en parler, je peux en parler en 1 minute, puisque nous sommes sur une émission, mais vous voulez, je pourrais en reparler un peu plus longuement. D'accord. De toutes les façons, au cours d'une émission très spécialisée, nous aborderons ce volet, parce que c'est aussi ça, la télévision républicaine, mettre ensemble toutes les forces vives de la nation et même au-delà, qui peuvent nous permettre d'avancer en suivant l'objectif et la vision, la politique du président de la République du Cameroun, ainsi que la promotion de l'action gouvernementale. Le premier thème inscrit à l'ordre du jour, celui qui nous intéresse naturellement aujourd'hui, on parlera des services publics au Cameroun. Quelles mesures adopter pour un rendement efficace? C'est le premier thème de notre débat ce matin. Mais pour aller au terre-à-terre, professeur Edmond Biloa, on va commencer d'abord par poser les bases. On parle d'absentéisme chronique. C'est d'ailleurs ce qui a été mentionné dans la correspondance du secrétaire général de la présidence de la République adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. À quel moment on peut parler d'absentéisme dans les services publics? C'est quoi l'absentéisme, professeur? Mais l'absentéisme, c'est le fait d'être absent très régulièrement à votre poste de travail. C'est ça l'absentéisme. Donc c'est le fait exagéré d'être absent. Voilà, sans raison aucune. Vous pouvez être absent parce que vous êtes malade. Vous pouvez être absent parce que vous avez été victime d'un accident de circulation. Vous pouvez être absent pour toutes sortes de choses, parce que vous avez perdu votre enfant, donc vous êtes dans l'incapacité de travailler, etc., etc. Mais l'absentéisme est compris comme le fait de ne pas aller au travail sans justificatif. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que cette correspondance du secrétaire général, cette sonnette d'alarme qui a été tirée concerne ceux qui sont affectés à des postes, oui, qui ne sont pas réguliers. Et qui sont absents à leur poste. Voilà. Merci bien, professeur. Alors, monsieur Otungini, je voudrais savoir, vous avez été fonctionnaire, vous avez travaillé à la fonction publique. On a combien de catégories d'agents de la fonction publique? Parce que généralement, on entend parler des contractuels, on entend parler des décisionnaires. On est un peu perdu. On ne sait pas en réalité quelles sont les catégories qu'on a dans votre secteur-là. Oui, merci. Je vous remercie de me donner la parole par rapport à ça. Comme j'ai dit, je ne parle pas en tant qu'officiel. Je parle à titre personnel. Naturellement. J'ai été fonctionnaire dans l'administration camerounaise pendant une 30aine d'années. Enfin, moi, j'ai travaillé dans la fonction publique camerounaise pendant 10 ans et dans l'administration internationale, dans la fonction publique internationale pendant 23 ans, 25 ans.
Donc je suis à la retraite depuis et je peux parler de façon libre personnellement. Pour parler de la fonction publique. La fonction publique est constituée de fonctionnaires, c'est-à-dire d'agents qui sont des agents de l'État qui appartiennent à des corps. Et la fonction publique a des corps. L'État a besoin d'un certain nombre de personnel et qu'il classe dans des corps. Il y a ce qu'on appelle les corps particuliers. La fonction publique générale, c'est l'ensemble des personnels de l'État et sous ces personnels-là sont placés dans des corps. Les corps des médecins, les corps des avocats, des magistrats, les corps des administrateurs, les corps des ingénieurs, il y a plusieurs corps. Alors chaque corps a des grades. Il y a des grades du plus haut, qui est la catégorie A de la fonction publique, c'est le corps des agents, des cadres supérieurs, divisé en deux catégories. Il y a la catégorie des A1 et A2, qui est la plus haute catégorie. Ensuite, la catégorie B, c'est des agents de maîtrise. La catégorie C, c'est des autres agents. Et puis la catégorie C, c'est la dernière catégorie. Alors ça, c'est des personnels qui sont fonctionnaires de l'État. Alors, on parle des contractuels. Ce sont des agents que l'État recrute, mais qui ne font pas partie des corps. Mais la fonction publique a besoin d'un certain nombre de cas de personnel, mais vous pouvez ne pas faire partie des corps, mais appartenir à l'État. Et là, ils sont classés en catégories, n'est-ce pas, de la première à la 10e catégorie. Alors, du plus bas au plus élevé. Et chaque élément correspondant un peu à la fonction publique. À la 10e catégorie, ça correspondrait à des fonctionnaires de la catégorie A. La 9e et la 8e correspondrait à la catégorie B. La 7e, 8e, enfin c'est cela. C'est ça les agents de l'État qui sont mis à la disposition du travail. En gros, je voudrais parler. Moi, je travaillais comme fonctionnaire. J'étais fonctionnaire des services de la traduction et de l'interprétation. Je suis traducteur de formation et on a créé un corps de fonctionnaires qui appartiennent à ce corps-là qui s'appelle... Il y a les enseignants qui également, c'est un corps, les médecins, etc. D'accord. Merci bien. Oui, allez-y. Si je peux ajouter un plus à ce que... monsieur a dit, c'est pour dire qu'en réalité au Cameroun, lorsqu'on parle de la fonction publique, nous avons d'une part les fonctionnaires et d'autre part les contractuels. On parle de fonctionnaires parce que vous avez fait un concours et vous exercez la fonction. Par exemple, vous avez fait le concours d'entrée à l'ENAM, l'école normale, vous êtes ancien, vous êtes fonctionnaire et vous appartenez au statut général de la fonction publique en tant que tel. Maintenant, contractuel, ça vient de contrat. Ça veut dire que vous n'avez pas fait un concours, mais l'État du Cameroun a besoin du personnel et là, on vous recrute comme contractuel, vous signez un contrat. C'est le cas, par exemple, des 25 000 jeunes diplômés en 2011. Ces derniers ont signé un contrat avec l'État du Cameroun, qui, me semble-t-il, ce contrat s'étend sur 10 ans. Ça veut dire que vous signez donc un contrat et qui fait de bons contractuels, et vous êtes, ou du moins, les contractuels sont gérés par ce qu'on appelle au Cameroun le Code du travail. Ce sont donc les travailleurs. C'est la petite, du moins c'est le supplément que je voulais apporter. D'accord, oui, merci professeur. Il y a des corps aussi qui jouissent d'un statut particulier. Oui. Donc par exemple, vous avez le corps des enseignants du supérieur, n'est-ce pas, qui, à l'université, il y a généralement 4 grades. Oui. Vous avez les assistants, les chargés de cours, les maîtres de conférences et les professeurs. Mais les assistants ne font pas partie du corps de l'enseignement supérieur. Les assistants ont un contrat avec l'université qui les recrute. Maintenant, au bout d'une certaine période, ils sont évalués, et si l'évaluation est probante, ils deviennent chargés de cours, ils entrent donc dans le corps de l'enseignement supérieur. Maintenant, l'entrée dans le corps de l'enseignement supérieur se fait par un décret présidentiel. C'est-à-dire que vous pouvez faire toute votre carrière à l'université, chargé de cours, maître de conférences, professeur, mais pour être membre du corps de l'enseignement supérieur, le président de la République doit signer un décret. Il y a tout un dossier que vous devez constituer, qui est déposé dans votre université d'origine, laquelle envoie ce dossier au MINUSUP.
le municipal l'envoie au Premier ministère et le Premier ministère l'envoie à la présidence. C'est le corps des enseignants du supérieur a un statut particulier. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas jugé comme les autres corps. D'accord. Merci bien pour cette précision. Marie-Jeanne Abega, vous êtes également fonctionnaire, vous êtes cadre au ministère du Tourisme et des Loisirs. Comment est-ce qu'on peut, parce que si on arrive à sonner le glas, c'est parce qu'il y a un problème. Si le SGPR fait une correspondance qu'il envoie au secrétaire général du Premier ministère, ça veut dire qu'il y a un problème dans les administrations publiques. Quel est votre regard sur la question? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Effectivement, je suis au ministère du Tourisme comme chargé d'études, assistant. Et je veux dire qu'ils ont dit beaucoup de choses sur la classification du personnel de l'État. Mais ils ont oublié une autre catégorie, il y a les agents décisionnaires dans le corps de la fonction publique. Et la fonction publique utilise aussi les temporaires et même le personnel d'appoint, parce que les fonctionnaires ne peuvent pas être partout. Et lorsque la sonnette d'alarme est tirée par le secrétaire général de la présidence de la République, je pense que ça ne devrait pas venir de la présidence. Nous avons un ministère chargé de la fonction publique à qui nous devons demander des comptes. Lorsque le personnel de l'État est recruté, il y en a qui entrent par voie de concours, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, d'autres sont recrutés. Est-ce que la fonction publique a un jour pris soin de vulgariser les statuts de la fonction publique? Moi, j'ai 34 ans de service. Je n'ai jamais vu le statut de la fonction publique. On n'a même jamais organisé les séminaires à notre intention pour nous approprier les termes des statuts de la fonction publique. Donc, il y a du travail à faire. La présidence, on dit chez nous, tenir le serpent au milieu. On devrait commencer par le début. Combien d'agents contractuels, de cadres contractuels sont recrutés et qui n'ont jamais eu droit à la lecture ou alors qu'on leur rappelle ce qu'ils sont effectivement venus faire, parce qu'on a réduit la fonction publique à la recherche du matricule. Donc une fois qu'on a le matricule, on est protégé à vie. Monsieur le chercheur, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Aman Zambo, merci. Il a parlé de contrats. Est-ce que les contrats qui sont signés avec les contractuels d'administration ont une durée déterminée ou une durée indéterminée? On a parlé de 10 ans, mais je ne sais pas si au bout de 10 ans, le personnel de cette catégorie est évalué pour voir si on peut renouveler le contrat. Mais une fois le contrat signé, c'est à vie. On peut faire ce qu'on veut et puis il n'y a rien à faire, on attend sa retraite. Donc, le ministre de la fonction publique et tous ceux qui l'entourent ont fort à faire. Ils ont le devoir et l'obligation de vulgariser le statut de la fonction publique afin que nul n'en ignore. Parce que si c'est le secrétaire général qui en parle, le ministère de la fonction publique doit se saisir de l'affaire pour organiser une campagne d'intensification pour la sensibilisation, pour la vulgarisation des statuts de la fonction publique. C'est à partir de là, lorsque vous voulez sanctionner les gens, il faut d'abord vous rassurer que ces gens ont été préparés à la sanction. Les fonctionnaires ont des droits. Les fonctionnaires ont des devoirs. Je ne sais pas si la fonction publique elle-même, elle est n'est-ce pas, conséquente, et c'est que tous les droits des fonctionnaires sont respectés tel que le stipule l'article 24, à partir même de l'article 21 des statuts de la fonction publique. Si je prends tout simplement l'assurance, combien de fonctionnaires sont assurés? Lorsque le fonctionnaire est malade, il n'a qu'à se débrouiller. Parfois, tu fais un dossier médical, on ne te répondra même jamais. Tu dis tu as mal aux yeux, d'abord personne ne te répond. Si ton dossier arrive là où on fait les évacuations sanitaires ou alors là où il y a les prises en charge, on te dit que la caisse est vide. Donc, ça doit commencer par là, par le respect des droits des fonctionnaires et maintenant demander aux fonctionnaires de respecter aussi leurs devoirs vis-à-vis de l'État.
D'accord. Merci bien, Marie-Jeanne Abega. Alors, professeur Edmond Biloa, en début des propos de Marie-Jeanne Abega, elle a souligné un problème CRIA qui est l'absence des statuts. Les fonctionnaires, quand ils commencent, n'ont pas... Les statuts existent, mais ils ne sont pas vulgarisés. Ils ne sont pas vulgarisés. Est-ce que selon vous, c'est ça qui peut causer cet absentéisme notoire qu'on observe dans les administrations en zone rurale? C'est grave. Vous arrivez dans un département en zone rurale, dans un département ministériel, il est à peine 10 heures, on a mis la chaise devant la porte, on a mis un bâton, on est allé prendre une bière. Bon, qu'est-ce qui peut causer ça? Il faut faire la distinction entre tous ceux qui font partie du personnel dont la gestion est assurée par la fonction publique. Oui. Comme a dit Armand Zambo, les fonctionnaires généralement sont des gens qui sont formés dans des écoles. Et quand ils sont à l'école, on leur apprend la déontologie de leur profession. Donc, logiquement, quand vous sortez d'une école de traduction, on vous a exposé à la déontologie du travail de traducteur ou d'interprète. Vous connaissez logiquement vos droits et vous connaissez logiquement vos devoirs. Donc, pour les fonctionnaires, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Que vous soyez enseignant, que vous soyez ingénieur ou que vous soyez médecin, vous êtes au fait de la réglementation. Je pourrais m'inquiéter au sujet de ce qu'on appelle les contractuels. Par exemple, vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur, vous êtes nanti d'une licence, d'un doctorat ou d'un master, et vous êtes recruté comme contractuel. Très souvent, vous n'avez pas suivi une formation vous conduisant à un travail bien précis. Par conséquent, vous ne connaissez même pas la déontologie du poste auquel on vous a affecté. Et là, je pense que justement, c'est la responsabilité de l'État de les former. Hein? Je pense que l'État, en les recrutant, en leur faisant signer un contrat, devrait d'abord leur donner une formation minimale qui peut durer 1 mois. Ce n'est pas tuant. Et à partir de ce moment-là, ils connaissent leurs devoirs et leurs droits. Et il en est de même du personnel décisionnaire. Vous voyez, dans les universités, nous avons ce qu'on appelle un personnel d'appui. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des enseignants, mais c'est des gens, parfois des hauts cadres, qui ont parfois même un doctorat, mais qui travaillent pour la première fois dans une administration. Très souvent, ils ne connaissent même pas la réglementation en cours dans cette administration. Et c'est la responsabilité des universités de les former. C'est la responsabilité de l'employeur de les former. Voici ce que vous avez comme droit, voici ce que vous avez comme devoir, voici les règles en matière déontologique, etc., etc. Je pense que si l'État ne l'a pas fait, et il y a de fortes chances qu'il ne l'ait pas fait, parce que nous tous, nous avons des contractuels et des agents décisionnaires dans nos familles. Et quand on voit leur comportement, c'est évident qu'ils ne sont pas au fait de ce qu'on attend d'eux. C'est la responsabilité de l'employeur, de l'État dans ce cas précis, ou de l'université, de les former. D'accord. Alors, oui, l'université, c'est un démembrement de l'État. Est-ce que nous sommes dans le cadre de la décentralisation technique? Oui. D'accord. Monsieur Otunguini, alors, je voudrais savoir, d'entrée de jeu, l'État peut quand même disposer, l'État dispose des moyens coercitifs pour ramener à l'ordre, que ce soit des contractuels, que ce soit des fonctionnaires, la fonction publique. Pourquoi l'État n'use pas des moyens? Parce que je vais prendre un exemple très pratique. Vous avez un professeur des lycées d'enseignement général qui est affecté, je prends un exemple banal, dans une ville comme Batouri. Il est affecté à Batouri, il a le lycée bilingue où il doit donner cours. Il a son salaire de fonctionnaire, mais à côté, il a ses gombos dans des collèges privés. Et généralement, son travail du côté du lycée bilingue, du lycée d'enseignement, je vais dire, un établissement public, est lésé au profit, naturellement, du collège privé qui lui donne un supplément en termes de salaire. Comment arriver à sanctionner ce type d'acte? Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion de revenir sur ce que Madame a dit tout à l'heure, qu'on va attraper le serpent par le milieu. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites en amont. L'État, en tant qu'employeur, n'a pas toujours assumé ses responsabilités
Il faut le dire. Je m'excuse, je ne veux pas être un peu ici le critique de l'État. Je n'en ai pas le grade ou le titre ou la fonction. Je ne veux pas. Mais je constate, ayant été fonctionnaire, ayant travaillé dans d'autres fonctions publiques, et je vois les lacunes de notre État employeur vis-à-vis de ses employés. Et aller directement aux sanctions. Eh bien, pour sanctionner, il faut avoir dit quelque chose qui vous dit que vous faites ceci, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Si vous ne le faites pas, alors on va vous sanctionner. Mais vous employez quelqu'un, vous recrutez quelqu'un. Le recrutement chez nous est devenu comme une panacée parce qu'il y a des gens, les jeunes sont en chômage et il faut résorber le chômage. Et on décrète qu'on recrute 25 000 personnes dans la fonction publique. On n'a pas, d'abord, les besoins ne sont pas définis. Vous avez recruté des gens pour résorber un autre problème, pour résoudre un autre problème, mais vous créez un autre. Alors, vous avez recruté 25 000 personnes. D'abord, il faut les répartir dans les ministères. Des fois, moi j'ai vu, quand il y a eu ces recrutements-là, des jeunes qui sont allés dans certains ministères, ils ont été là, ils sont nantis de maîtrise, de licence, de baccalauréat, ils sont tassés là, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont là, ceux qui viennent, ils ne viennent pas, ils ont... Je ne voudrais pas, encore une fois, prendre sur moi de critiquer l'État. L'État, c'est aux fonctionnaires, c'est les gens qui réfléchissent. Mais je crois quand même que je peux, en tant que citoyen, mettre le doigt sur un certain nombre de lacunes qui ont été celles de l'État par rapport à ces agents, à ces cadres, à ces employés qui travaillent pour cet État-là. L'État a recruté des gens, ne les a pas formés, ne leur a pas dit ce qu'il faut faire. On les a envoyés dans comme parquet, et puis chacun venait. On parle maintenant d'absentéisme. Il y a des gens qui sont allés dans des ministères, j'en connais, qui sont allés dans certains ministères, ils sont restés là-bas, quelque part, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont jamais mis les pieds dans le ministère pour travailler. On vous a mis à la disposition du directeur de telle unité. Et puis vous êtes là, vous venez pas. Et puis au moment où on a besoin de vous, on vous dit, bon, on va... Puis ensuite, on va passer aux nominations. Parce que chez nous, c'est très important, les nominations. Tant que vous n'êtes pas nommé, vous n'êtes rien. Vous êtes un agent à la disposition, vous êtes là, vous traînez, et quand on vous nomme, bon, alors à ce moment-là, vous prenez vos repères, vous mettez à prendre des décisions quelquefois, et vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Vous ne savez même pas, je ne parle pas des fonctionnaires, certains fonctionnaires connaissent comme il a dit, ils ont été formés dans certaines écoles, etc., ils connaissent leur déontologie, mais des gens, et c'est la majorité en ce moment, qui travaillent pour l'État, et qui ne savent pas quoi faire, et qui n'ont pas été formés, à qui on a confié des responsabilités. Vous parlez tout à l'heure des enseignants qu'on a envoyés, un gars qu'on a envoyé à Batouri. L'État a recruté des gens, il les a envoyés dans des endroits, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de salaire, et ils doivent rester, ils doivent faire comment? Ils doivent se débrouiller. Et bon, ils ont eu déjà quelque chose à dire, le matricule. Parce que tout le monde parle de chercher à avoir un matricule. Ils ont un matricule, ça veut dire qu'ils sont assurés qu'ils auront, jusqu'à la fin de leur vie, un emploi. Mais ils sont là-bas, parqués à Batouri ou à Yokadouma ou je ne sais pas, Mamyondou, et ils n'ont rien pour vivre. Et ils ont commencé à se débrouiller, n'est-ce pas, entre guillemets, à se débrouiller, à chercher un emploi pour pouvoir vivre. Je connais des fonctionnaires ou des agents de l'État qui sont restés des mois, je veux dire des années, sans avoir perçu leur premier salaire. Écoute, il y a quelque chose qui n'est pas juste quelque part. Et il faut mettre le doigt là-dessus. Je respecte beaucoup la directive donnée par le secrétaire général. C'est que vraiment, ça devient une gangrène. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et remette un peu d'ordre dans cette maison qui est... L'État, c'est les fonctionnaires. C'est ça, c'est le visage de l'État. Ce n'est personne de l'État, sinon ça n'est rien. L'État, c'est nous qui sommes fonctionnaires, qui donnons des services au public. D'accord, merci. Je viens à vous, Armand Zambo. Beaucoup font un métier, ça c'est clair, beaucoup font un métier pour lequel ils n'ont pas du tout
été formés, ils n'ont pas été formés, ils sont recrutés parfois comme contractuels au niveau des services publics, à la fonction publique, ils sont contractuels. Mais dans un pays comme le Cameroun qui regorge beaucoup de diplômés, est-ce qu'on devrait parler de fonctionnaires et de contractuels? Si on a des diplômés, si on a des personnes qui sont capées, pourquoi ces personnes ne sont pas directement fonctionnaires? Pourquoi créer la nuance avec des contractuels? Est-ce que ce n'est pas ça qui crée le problème qu'on a aujourd'hui? Ok, merci pour cette question. Avant de répondre à votre question, je dirais d'abord non. Mais permettez-moi de revenir en arrière parce que c'est ma première prise de parole relativement à cette thématique plutôt intéressante. On parle de service public. C'est quoi le service public? D'abord, puisque les téléspectateurs nous écoutent. Ouais. Vous savez, le rôle premier de l'État, c'est la satisfaction de l'intérêt général. Les administrativistes, sous la plume de Léon Duguit et l'école de Bordeaux, parlent justement du service public. Donc le service public, c'est le fait pour l'État de satisfaire l'intérêt général. Mais de plus en plus, on se rend à l'évidence compte que le service public est en crise au Cameroun. Le dit, ce n'est pas faire les yeux doux, aux opposants, que non. Mais il faut parfois faire une lecture objective de la chose pour davantage édifier ceux qui nous écoutent. Parce que nous sommes tous des éducateurs, nous sommes des enseignants. Moi, je suis enseignant, par exemple. Donc, lorsque nous venons sur des plateaux comme ici, c'est également pour enseigner, pour continuer à enseigner. Parce que tous les Camerounais n'ont pas la chance de suivre nos enseignements où nous les faisons. Donc, en réalité, on peut donc commencer par poser le problème. Pourquoi il y a crise du service public? Quelles sont les causes qui peuvent expliquer la crise du service public? Ces causes peuvent donc être plurielles. La première cause, si vous voulez, en réalité, c'est le mauvais traitement des agents de l'État. Qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit contractuel. J'explique. En théorie des organisations, sous la plume de Peter Drucker, il est démontré que la bonne rémunération est source de motivation. Vous avez travaillé par exemple sur le plan international. Voilà. Vous voyez, lorsque un individu est bien traité, il est compétent. Ça, c'est incontestable. C'est vérifié. Vous pouvez faire des enquêtes là-dessus et vous verrez. Donc là, c'est la première cause, le mauvais traitement des agents de l'État. La deuxième cause, si vous voulez, c'est comme le monsieur parlait, il n'a pas donné... Il a donné, si on veut, l'explication sans donner l'idée. L'idée, c'est qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Comment comprendre? Que moi, par exemple, je suis doctorant en sciences politiques, je prends une thèse de doctorat en sciences politiques. Et puis, du jour au lendemain, j'apprends qu'on fait de moi un contractuel et je me retrouve au ministère des Travaux publics. C'est-à-dire là où des ingénieurs du génie civil doivent se trouver. Qu'est-ce que je vais apporter à ce ministère en tant que politologue? À mon sens, c'est rien. On se comprend? Du coup, il y a donc une inadéquation qui va donc, moi, en tant que contractuel, me permettre de ne plus aller au travail. Puisque je vais dire, je vais au ministère de la République, on ne m'utilise pas. À quoi bon partir? Autant rester à la maison. On se comprend? La troisième raison, si on veut, on peut parler du favoritisme, du tribalisme et, si on veut même, de l'incompétence. Parce que de plus en plus, je vais prendre un exemple simple qui va vous permettre de comprendre que de plus en plus, il y a certains agents de l'État qui sont incompétents et qui font un mauvais travail sur le terrain. Exemple. Vous voyez, lorsque vous arrivez par exemple dans certains lycées aujourd'hui, je parle sous contrôle du professeur qui est en face de moi. Professeur. Vous arrivez dans certains lycées, un enseignant de lycée qui dispense quoi en 5e est incapable d'écrire au tableau. Il a peur de commettre une faute. Et que les élèves se mettent à rire. Ce qui n'est pas normal pour quelqu'un qui a suivi une formation de la première en 5e année. Pourquoi? Parce que ce dernier n'a pas voulu être enseignant. On se comprend? Mais puisque madame a dit, nous sommes dans la logique du tout matricule. Nous devons avoir le matricule. Vu sous cet angle, l'opportunité me permet d'aller à l'ENS, j'y vais et je suis enseignant. Même si je n'ai pas la vocation d'enseigner. Du coup, ça crée donc une crise du service public. Parce que les enfants à qui vous dispensez ces cours vont dire, mais papa,
Votre papa, il est professeur d'université. Vous dites, papa, professeur Edmond Bilois. Là-bas à l'école, j'ai un enseignant qui... Papa, il ne sait pas que quand le verbe... il met l'accent aigu. Et le papa lui dit, ah, il y a vraiment crise du service. Puis c'est ça la crise. C'est que là, vous ne faites plus bien votre travail et ça impacte la qualité du service public. Or, lorsque vous lisez par exemple les principes de Louis Roland dans son ouvrage Principes de droit administratif, il est dit que le service public a certains principes, parmi lesquels il y a l'exigence de qualité du service public. Qui dit qualité, pas d'efficacité. À ce niveau, on peut donc comprendre pourquoi le SGPR, c'est-à-dire le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, a pris un arrêté pour justement constater un absentéiste criard des agents de l'État. Puisque nous le vivons tous les jours au quartier, avec des jeunes, quelqu'un vous dit qu'il est enseignant, mais il ne va pas enseigner. Il vous dit qu'il est en service encore, mais il n'y va pas. Il vous dit, première raison, je n'ai pas voulu être enseignant. Deuxième raison, je n'ai pas de salaire. Du coup, ils se mettent à dispenser des cours dans des instituts privés pour avoir de l'argent et ils oublient leur post-affectation. Donc voilà, Joël Sidney, d'une part, les raisons que je pouvais avancer qui, n'est-ce pas, dans une certaine mesure, peuvent nous permettre de comprendre la crise du service public au Cameroun. Maintenant, pour revenir à votre question, nous savons qu'un peu de partout, le plus grand employeur, ce n'est pas la fonction publique. Dans les pays anglo-saxons, je parle sur le compte du professeur qui a fait le système anglo-saxon, c'est le privé. Oui, c'est ça. C'est le privé qui a la lourde charge d'employer. Voilà. Et vu que l'État n'a pas suffisamment de moyens, l'État, le rôle que l'État aide plutôt le système privé à recruter une bonne partie de la population. Donc en réalité, l'État n'a donc pas suffisamment de moyens pour faire de tous les citoyens en fonctionnaires, pour faire de tous les citoyens en contractuels. Non, ça c'est trop demandé à l'État. Donc l'État n'a pas suffisamment de moyens pour résoudre le problème que vous posez. Mais ce que nous devons dire aux jeunes qui nous écoutent, c'est que lorsque nous suivons très souvent les discours du président de la République, il demande aux jeunes d'être entrepreneurs. L'auto-emploi. Les jeunes doivent oser. Il est clair, ce n'est pas évident. Mais Einstein nous a dit que la volonté est la mère des énergies. Parfois, il faut oser. Il faut être audacieux, il faut être ambitieux. Il ne faut pas toujours attendre tout de l'État. Encore qu'il me semble que je vais parler là comme l'ancien président américain, John Fitzgerald Kennedy. Ne demandez jamais ce que l'État a fait pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous avez fait pour l'État. Donc, il ne faut pas que les jeunes soient dans une logique attentiste pour dire non, si l'État ne donne pas, on va... Non, non, non. Les jeunes doivent davantage oser. Ils doivent être dans l'entrepreneuriat. Et c'est à partir de là que vous verrez que moins les gens vont s'intéresser à la fonction publique, plus cette fonction publique, plus ce service public, c'est de qualité. Parce que les gens qui iront vers le service public seront des gens qui, en réalité, ont l'amour pour la chose publique. Je termine par une pensée d'un auteur dont le nom m'échappe, qui, justement, parlant de la crise du service public, disait, je le cite, le nom de l'auteur m'échappe, que de plus en plus, il y a une sorte de privatisation du service public et une sorte de publicisation du service privé. C'est par là que je termine. D'accord, merci bien. Alors, Marie-Jeanne Abega, je veux savoir, qu'en est-il de ce qu'on avait appelé, peut-être on l'appelle toujours, le Conseil de discipline des fonctionnaires. En 2016, on a vu ce que ça portait déjà comme fruit des fonctionnaires qui étaient traduits au Conseil de discipline. Je prends par exemple un cas typique, le cas de la région du Littoral. Je me souviens en 2016, ils avaient été traduits au Conseil de discipline, un Conseil de discipline qui, en région, était naturellement piloté par le gouverneur. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous soulevez là un côté, un pan délicat de la thématique. Et je crois qu'avec la régionalisation, ce côté connaîtra beaucoup de succès.
parce que nous nous acheminons vers la création d'une fonction publique locale. Je vous dirais qu'il y a des fonctionnaires, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de paramètres que les fonctionnaires utilisent pour justifier leur absence au poste. Déjà, M. Zambo a décrit, il a parlé déjà du fait que les postes de travail ne soient pas bien déterminés. Parce qu'on recrute quelqu'un, on l'affecte dans un ministère, on ne sait pas exactement pourquoi il a affecté dans ce ministère. Lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il est appelé à faire dans ce ministère. Donc, il y a là un côté oisif. Il y a le côté oisif, il y a le côté du fonctionnaire qui est sous-utilisé. Il est sous-exploité. Mais même s'il est sous-exploité, parce qu'il a signé un contrat, l'État est dans l'obligation de lui reverser son salaire mensuel sans tenir compte de son rendement. Donc, il y a cet aspect des choses qu'il faut d'abord, il faut tenir compte du rendement. Et pour tenir compte du rendement, on doit savoir pourquoi on a recruté quelqu'un et donner à cette personne, définir les, comment dirais-je, les points, les indices d'évaluation de son poste de travail. Mais ce n'est pas défini. Vous allez à un siège, on vous affecte quelque part, comme monsieur a dit, le docteur, il a parlé de gens qui vont dans des ministères et ils n'ont rien à faire. Et du coup, qu'est-ce qui va vous venir en esprit? Il va vous venir en esprit, bon, je vais là-bas chaque jour, je n'ai rien à faire, donc ce n'est pas la peine d'y aller. Et autre chose, il y en a qui sont affectés justement à ces postes de travail dans des régions reculées. Il y a d'abord le fait que tout le monde veut rester à Yaoundé, tout le monde veut rester à Douala, dans les villes régionales. Et ils vont vous donner des raisons. Lorsqu'on cherche le travail, personne ne présente son dossier médical pour dire que, même comme je cherche le travail, je suis malade. Mais c'est lorsqu'on est recruté que le médecin du coin va vous monter un dossier médical parce que monsieur voudrait que tu reviennes à Yaoundé ou alors à Douala. Il y a tout ça. Les médecins qui montent les dossiers médicaux pour favoriser les affectations. Et lorsque l'affectation n'a pas encore abouti, il vous dit ce que M. Zambo disait tantôt que ils sont au quartier. La personne vous dit, je suis affecté au lycée d'Nkole Bassimbi, chez moi au village, mais est à Yaoundé en train de dispenser ses cours dans un établissement, dans les établissements privés de la place. Pourquoi? Lorsque vous allez vous rapprocher de la personne vous dira que depuis que je suis sorti de l'école, je suis en cours d'intégration. On les appelle les ECI. Je suis en cours d'intégration. Ça fait 3 ans. Je n'ai pas eu mon rappel. Comment est-ce que j'irai vivre dans ce village-là? Et lorsque il doit même aller dans ce village avec sa famille, il doit payer le transport, même s'il faut aller à Mora. Parce qu'ils arrivent, on dit les frais de relève sont finis. Or, autrefois, comment est-ce que les fonctionnaires étaient motivés? Avant de répondre je suis en train de répondre à votre question. Hein. Comment est-ce que les fonctionnaires étaient motivés? Autant pour moi, quand ils sortaient de l'école, ou bien quand les gens étaient affectés, ils avaient déjà la prise en charge était automatique. C'est-à-dire, si tu allais dans le septentrion, tu avais ton billet d'avion, bien alors ta réquisition de train avec toute ta famille. Pourquoi ces avantages ont-ils disparu aujourd'hui? C'est même une des sources de démotivation. C'est des sources de démotivation où quelqu'un est affecté à Kousséri, il est à l'extrême nord, il est à l'extrême sud, il est à l'extrême sud-ouest, il doit payer lui-même son transport avec sa famille pour rejoindre le poste et aller survivre. Il faut, avant de sanctionner, qu'on revienne à ces valeurs régaliennes, qu'on respecte les droits des fonctionnaires. Et maintenant, quand on parle des conseils de discipline, oui, il y a des conseils de discipline, mais je veux dire que ces conseils de discipline ne tiennent pas compte des paramètres en amont pour résoudre déjà et pour chercher le problème, parce qu'on veut seulement sanctionner, mais on ne cherche pas à enrayer le mal à la racine. Qu'est-ce qui a provoqué la situation? Nous avons des psychologues, nous avons des sociologues. Ils doivent faire la recherche et faire des propositions au gouvernement pour savoir pourquoi il y a l'absentéisme. Le secrétaire général de la République a écrit, mais c'est une alerte force, il interpelle toutes les forces vives afin que chacun à son niveau se mette au travail, que les psychologues se mettent au travail et qu'ils sortent les résolutions, les recommandations, un plaidoyer à l'État pour régler ce problème, parce que les fonctionnaires qui sont absentéistes ont aussi
des arguments pour se défendre. Ils vous diront pourquoi ils sont absentéistes. On dit de délocaliser la fonction publique. Il y a eu à un moment où s'il fallait avoir un bulletin de solde, il fallait partir de Kousséri pour venir chercher un bulletin de solde à Yaoundé. S'il faut chercher ces avancements, il faut partir de Kousséri, faire 2 semaines de voyage parce qu'on vient chercher, on vient suivre ces avancements au ministère. On a proposé l'automatisation de ces avantages liés au poste. Ça devrait être automatique. Mais pourquoi c'est pas automatique? Moi qui vous parle sur le plateau, j'ai 6 ans sans être avancé parce qu'il faut que je constitue les dossiers et que je suive les dossiers pour que mes avancements aboutissent. Et quand les avancements ont abouti, il faut maintenant courir derrière le processus des finances pour que ce soit reversé dans votre salaire. Or, dans une fonction publique qui est digitalisée, on ne devrait plus avoir ce genre de phénomène. On sait que Madame Abega, elle a 34 ans de service, elle devrait se retrouver à tel niveau en fonction de sa catégorie. Je n'ai pas besoin de courir derrière les bureaux pour connaître à quel niveau est-ce que se trouve mon avancement ou bien pour savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas passé dans mon salaire. Si on en était arrivé là, il y aurait des problèmes qui n'existeraient plus dans notre fonction publique. Et de là, avec les conseils de discipline au niveau des régions, il est normal que celui qui a survolé le texte, mais il n'a pas cherché à curer le mal dans sa région, traîne les fonctionnaires au conseil de discipline, mais il ne cherche pas à savoir pourquoi ces fonctionnaires sont absentéistes. Donc, que les conseils de discipline régionaux recherchent d'abord quelle est l'origine du mal qu'ils veulent soigner en sanctionnant les fonctionnaires au conseil de discipline. Je crois que j'ai répondu à votre question. Naturellement. Vous voulez ajouter quelque chose, professeur? On va... Naturellement, en ce qui concerne les sanctions. Le mal est profond. Hein. Le mal est... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que la régionalisation est un début de solution. Parce que l'État est un mastodonte qui a du mal à gérer son personnel. Et la fonction publique a toute cette masse de personnel qu'elle a du mal à gérer. On parle de 260 000 agents publics. Maintenant, comme une bonne partie de la gestion va revenir aux régions, ce sera un peu plus facile. Chaque région aura très peu de personnel et pourra les gérer s'il y a la volonté. Il faut un minimum de volonté. Les problèmes auxquels l'État fait face aujourd'hui sont dus à la façon de faire de l'État, mais sont aussi dus à la façon de faire des parents. Par exemple, et Armand Zamboa a effleuré un peu le problème, on recrute des gens, la dernière fois qu'on a recruté les 25 000, la fonction publique a pris sur elle de recruter les gens et de les affecter. Le ministère de l'Enseignement supérieur avait dit à la fonction publique, donnez-nous le nombre de places auxquelles nous avons droit, nous on va recruter les enseignants dont nous avons besoin. La fonction publique a refusé. Ce qui s'est passé, c'est que la fonction publique a recruté beaucoup de gens qui n'avaient pas de doctorat. Par la suite, il s'est avéré que ces gens avaient du mal à faire un doctorat et a laissé des gens qui avaient déjà des doctorats et qui sont restés au quartier, qui ont été recrutés plus tard dans les universités. Donc, c'est la faute de la fonction publique. La fonction publique ne peut pas recruter, il y a, je crois, une vingtaine de ministères au Cameroun. Pour tous les ministères, ce sont les ministères qui savent ce dont ils ont besoin. Vous voyez? Donc, la faute revient à l'État, puisque la fonction publique, c'est l'État. Maintenant, on a vu des cas où les parents ont pris un enfant et l'ont envoyé à la faculté de médecine, alors qu'on a eu le cas d'un enfant de ministre. À l'époque, j'étais chef de division de la recherche au rectorat. L'enfant était un forestier. Son père lui dit, tu vas faire médecine. Le gars lui dit que non, vraiment, moi je fais ça vraiment parce que c'est mon père qui m'y force. Mais moi je ne veux pas faire ça. Moi je veux être un forestier. Le gars a eu beaucoup de mal. Il n'a pas pu aller, je crois, en 5e année. Comme c'était l'enfant d'un ministre, on l'a renvoyé à la faculté des sciences pour qu'il aille faire un DEA. Hein? Qu'il aille faire un DEA, je crois, en biologie ou en biochimie. Et avec le DEA, il pouvait donc passer en 5e année. Vous voyez, en fait, ça c'est des choses qu'on fait. Parce que c'est l'enfant d'un apparatchik. Mais ça ne se fait pas normalement. Si vous échouez 2 fois, vous allez au quartier. Vous voyez, ce n'est pas la faute de l'enfant.
C'est la faute du parent qui veut à tout prix mettre son enfant dans une camisole de force. Il faut spécifier que c'est la faute du ministre, parce que l'enfant de tout le monde ne peut pas avoir ces privilèges. Oui, c'est l'enfant du parent apparatchik du régime. Voilà. Donc, il faut que, en fait, les responsabilités sont partagées. Mais comme c'est l'État, hein, n'est-ce pas? C'est l'État qui a la plus grosse responsabilité. Hein, c'est l'État qui met en place des règles et des lois qui régulent le fonctionnement de la République. C'est pour ça que je dis que c'est l'État. Maintenant, les conseils de discipline. Oui. Ce sont des appareils extrêmement lourds. Vous savez, par exemple, que si on doit passer un fonctionnaire au conseil de discipline, par exemple à l'enseignement supérieur, vous voyez, il faut faire venir un représentant du ministre de la fonction publique, il faut faire venir un représentant de la présidence, il faut faire venir un représentant du premier ministère. Beaucoup de ministères sont rassemblés, c'est extrêmement lourd. Et souvent, je vous dis, comme cela se passe souvent dans notre République, il y a tellement de contrepoids qu'il est extrêmement difficile de punir même quelqu'un qui est fautif. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut laisser les administrations en charge de la gestion de certains personnels de l'État régler ce problème. C'est lorsqu'il y a donc conflit qu'on peut solliciter les instances supérieures. Parce que quand vous admettez toute la République pour régler un petit problème de discipline, finalement le problème c'est comme si on noyait le poisson dans l'eau. Vous voyez? C'est pour ça que je dis qu'il y a tellement de problèmes qu'on ne sait pas par où commencer. Mais cela étant dit, je pense que le ministre actuel de la fonction publique, il se bat quand même pour numériser la fonction publique, pour dématérialiser la fonction publique. On n'a pas besoin de partir de Botibo ou bien de Kumbo pour venir régler un problème à Yaoundé. Le problème ne va plus se poser. Si vous êtes de Kumbo, vous allez à Bamenda. Vous ne venez plus à Yaoundé. Si vous êtes à Amchide, à l'extrême nord, vous n'avez pas besoin de venir à Yaoundé, vous allez à Maroua. Donc le problème va se régler. Mais là encore, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner quelque chose aux gens, comme on dit souvent, on te donne la chèvre, mais on tire la queue. D'accord. N'est-ce pas? Donc il faut faire attention. Parce qu'on peut dire comme ça que les régions ont les choses en main alors que les régions n'ont rien. Bien sûr. Et jusqu'à présent, j'ai causé avec un collègue de l'université de Douala, qui est conseiller régional au centre. Je lui ai dit, mais depuis qu'on t'a élu conseiller régional, vous vous êtes déjà réunis? Il me dit non. Je lui ai dit, mais vous vous êtes pas réunis? Il me dit non. Je lui ai dit, mais vous allez vous réunir quand? Il me dit non, on attend le budget de fonctionnement. Mais vous n'avez pas besoin du budget de fonctionnement pour vous réunir. Parce que vous devez d'abord mettre en place une feuille de route. N'est-ce pas? C'est maintenant le budget de fonctionnement qui devra tenir compte de la feuille de route. Pas l'inverse. La feuille de route ne se fait pas sur la base du budget. Vous voyez, les problèmes sont immenses. D'accord. Nous sommes en train de parler naturellement des solutions pour boucler avec cette première partie. Monsieur Otungini, en termes de solutions pour endiguer cette situation, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, en termes de solutions, il y en a, ils sont multiples, et selon l'angle dans lequel on se place. Sur le plan de l'État, comme je dis, l'État doit prendre ses responsabilités en matière de gestion du personnel, de son personnel. L'État ne doit pas considérer que le recrutement du personnel de l'État doit être le résultat d'une solution de problèmes sociaux. Des gens qui sont en chômage, il y a beaucoup de jeunes en chômage. Pour résorber le chômage, on recrute. On recrute massivement, de façon inconsidérée, sans savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là. Une fonction publique est faite pour résoudre des problèmes que connaissent les individus, les personnes, que connaît le public vis-à-vis de l'administration. Donc il y a des gens, il y a des tâches, il y a des descriptions de tâches. Si je vous recrute, je vous recrute pour faire telle tâche. J'ai travaillé dans d'autres fonctions publiques où on ne recrute pas comme ça. Vous venez de demander du travail, je dis, oh oui, mais on n'a pas de place, parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. On a besoin d'une personne qui a tel
tel profil. Et on vous recrute par rapport à ce profil-là. Mais si vous m'avez recruté et puis je suis là, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Et puis je ne réponds pas au profil et on m'affecte à un endroit où je ne suis pas responsable, utile. Il n'y a pas. Voilà, c'est ça. C'est parce que la personne va faire. La personne va faire. Donc le ça le recrutement problème. ne doit pas être une solution sociale. À la place qu'il faut. Il faut recruter parce qu'on a besoin de quelqu'un, parce qu'on a un problème qu'on doit résoudre, non pas pour résoudre le problème de la personne, mais le problème de l'État. Alors maintenant, une fois que l'on recrute, il faut former la personne, il faut informer la personne sur ce qu'elle doit faire. Parce que même si vous avez un profil, vous avez le profil, mais quand vous arrivez à un endroit, chaque poste est bien particulier. Ce n'est pas le même profil, même avec la même formation, à un endroit comme à un autre. Vous arrivez, pendant quelque temps, vous formez la personne. Il y a un certain nombre de valeurs à inculquer aux personnes. Vous m'avez promis qu'un jour vous allez faire passer le réarmement moral. Je vais vous donner un exemple d'un pays avec lequel le réarmement moral a un contrat, n'est-ce pas? C'est l'Inde. L'Inde, moi je me suis retrouvé il y a 2 ans dans la province du Maharashtra, dans le cadre du réarmement moral. Nous avons un centre dans un endroit de l'Inde qui s'appelle Pashkani, où on forme des personnels de l'État à des valeurs morales, éthiques. On appelle ça le leadership éthique. Chaque ministère ou chaque organe a une période où il vient pendant 2-3 semaines, 1 mois, à former ses personnels sur les besoins. Et ces personnels rentrent et puis on change. Et ça donne des fonctionnaires qui sont vraiment formés pour ce à quoi ils ont. Pas qu'ils viennent là pour s'asseoir. On ne parlerait plus d'absentéisme. L'absentéisme, c'est quand vous ne savez pas quoi faire. Quand vous êtes là, même si vous savez quoi faire, vous n'avez aucune formation, n'est-ce pas, de ce à quoi vous devez vous attendre. Et les fonctionnaires, il faut voir, la fonction du public camerounaise est désolante. Quand vous allez dans un service public, c'est comme vous dérangez les gens. Vous allez pour un service, il faut presque prier les gens de vous recevoir. Et alors quelque chose qu'il peut faire facilement vous prendra des heures, des jours, voire des semaines pour pouvoir résoudre un petit problème. Simplement aller chercher un dossier, là, et il faut le monnayer, il faut prier, mais la fonction publique. Ce sont des serviteurs de l'État et le service public est gratuit. Alors, donc, mon cher, je vous dis, il y a les solutions. Vous parlez de solutions. Elles sont multiples. Je ne peux pas prétendre là, me dire que voici telle solution. Ce sont des pistes qu'on peut éventuellement. Mais c'est difficile aussi au niveau de l'État parce que l'État, fort de sa puissance, va venir. Vous parlez de quoi? Nous faisons ça, et vous n'avez aucun droit de nous dire, de nous critiquer. Écoutez, monsieur, allez-y, on s'excuse, mais on voulait simplement dire que les choses ne vont pas comme elles vont. Et le secrétaire général de la présidence a bien raison de tirer la sonnette d'alarme, mais il faut vraiment voir qui doit résoudre ce problème. D'accord. Alors, Armand Zambo, on est en train de parler des pistes de solutions par rapport à ce problème qui est criard. Qu'est-ce qu'on peut dire pour sortir définitivement de ce thème en ajout à ce que les autres ont déjà dit? Ok, en ajout, je pourrais simplement dire que l'État du Cameroun, c'est-à-dire la personne la plus autorisée, son Excellence Paul Biya, il me semble qu'en décembre, il a fait sourire certains fonctionnaires et certains contractuels en harmonisant l'âge de départ à la retraite. On a vu comment des fonctionnaires et des contractuels étaient contents face à cette bonne nouvelle. Donc, comme autre solution, le président de la République, son Excellence Paul Biya, on a vu en Côte d'Ivoire, avec le président Ouattara, il peut décider, n'est-ce pas, d'augmenter également le salaire des agents de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires et des contractuels. Comme autre solution, il faut, en fait, le service public applique le principe de la responsabilité de la solidarité. Comme le professeur l'a dit, que lorsque la fonction publique entend recruter des agents de l'État, des contractuels, par exemple, on veut 1000 contractuels. On dit le ministère de l'enseignement supérieur 10. Il faut qu'on donne la charge, que dis-je, la possibilité à chaque ministre de recruter son personnel. Parce que le ministre en question connaît en réalité les besoins de son département ministériel mieux que les ministres de la fonction publique, qui est certes les ministres de la fonction publique.
Donc en réalité, c'est pour dire qu'on doit davantage être rigoureux dans le recrutement des agents de l'État. Aussi bien lors d'un concours que lors d'un recrutement. On doit davantage être rigoureux parce que l'efficacité du service public en dépend. À côté de la rigueur d'un traitement, on doit dépasser le tribalisme et le favoritisme. Ce sont, si vous voulez, des mots, permettez l'expression, qui participent à fragiliser la qualité du service public. Et le professeur Benezin Jomole, dans son ouvrage de la mutuelle excellente, disait le tribalisme est un cadre qu'on doit dépasser aujourd'hui dans la construction de la nation. Si par la nation, aujourd'hui nous parlons du service public. Si nous voulons un service public de qualité, efficace, nous devons avoir des fonctionnaires, des contractuels de qualité efficace, c'est-à-dire la compétence. Et la compétence est une chose qui ne se discute pas. Professeur, lorsque par exemple vous, qui êtes vice-recteur, vous êtes content de travailler avec une équipe compétente. Et lorsque vous travaillez avec une équipe compétente, le service est de qualité et le recteur vous félicite, le ministre vous félicite. Et il me semble qu'on attribue des prix à des fonctionnaires. Ça peut être une décoration, ça peut être une lettre de félicitations, ça peut être une lettre d'encouragement. Donc c'est une invite justement à l'État du Cameroun à revoir justement les modalités de recrutement, aussi bien des modalités de recrutement des agents de l'État. C'est très important parce que le service public reflète l'image d'un État. Naturellement, ce qui me fait sourire relativement à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est, je connais un ministère, naturellement le ministère des Mines, oui, où à l'intérieur, on a affecté des diplomates dans le protocole. Donc, c'est une parenthèse. Hein. Parfois, ce problème aussi peut venir de l'État. Hein. Donc, quand vous avez évoqué ça tout à l'heure, j'ai eu ce cliché à l'esprit. Alors, on va passer au deuxième thème de notre débat de ce jour, l'assistance du Cameroun à la Guinée équatoriale, les grandes leçons à tirer de cette coopération dans un très court instant, juste derrière les deux reportages que je vous propose de regarder. On se retrouve juste derrière le décor. À tout de suite. La capitale économique de la Guinée équatoriale est au calme. C'est au lendemain d'une dizaine de jours où Bata a été frappé par 4 explosions violentes qui ont eu lieu dans l'armurerie d'un camp militaire de la ville, laissant sur le carreau une centaine de morts et plus de 600 blessés. L'enquête prescrite par le président de la République Teodoro Obiangema Batsogo permettra à coup sûr de faire la lumière sur cet incendie. Face à l'ampleur du drame, le chef de l'État équato-guinéen a fait appel à l'aide internationale pour porter assistance à son pays. C'est donc en réponse à cet appel, mais plus encore dans l'élan de générosité qui le caractérise, que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a dépêché une mission humanitaire à Bata. Conduite par les ministres délégués à la présidence chargée de la défense Joseph Betty Assomo et de l'administration territoriale Paula Tangandi, l'équipe a foulé la ville hier en après-midi. Première escale de la mission, palais présidentiel de Bata, pour une audience au cours de laquelle le président Obiangema Batsogo a traduit aux membres du gouvernement camerounais la gratitude de son gouvernement et du peuple de la Guinée équatoriale à son frère et ami Paul Biya du Cameroun. Seconde étape, stade de Bata. Ici, c'est plus d'une vingtaine de camions, ambulances, véhicules de sapeurs-pompiers, véhicules qui transportent à la fois du matériel médical, des denrées alimentaires, etc. Ensuite, a eu lieu la séance de travail de réception de l'assistance humanitaire du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Après la signature du procès verbal de réception et la remise symbolique de quelques lots de matériel, les deux délégations ont effectué une visite sur le site du sinistre. Il existe entre la République du Cameroun et la République de la Guinée équatoriale une relation de fraternité et d'amitié de longue date. Jusqu'à nos jours, aucun nuage dans le ciel de relations bilatérales entre les deux pays frères et voisins. C'est justement cette proximité, solidarité et lien de convivialité qui pousse les deux pays de la CEMAC à se concerter régulièrement en temps de bonheur et de malheur. C'est le sens qu'il faut donner au geste humanitaire fait par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Quoi de plus important, dans un monde qui se veut de plus en plus globalisant et intégré, de manifester son sens de solidarité et de compassion à son homologue et voisin.
Ces dons viennent consolider des relations d'amitié, de fraternité qui sont tissées depuis fort longtemps entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. En fait, ces deux pays sont des pays frères et amis qui par des échanges culturels et économiques. Ça émane vraiment du vivre ensemble. Nous les Camerounais, nous sommes vraiment contents parce que si nous pouvons s'entraider entre nous, ça montre que nous formons tous une famille et que le pays voisin et nous en formons qu'une personne en fait. Il faut dire que le président Paul Biya et le président Obiang Nguema renouvellent constamment leur envie de raffermir leurs relations diplomatiques. Une dynamique qui participe au maintien de la paix dans l'espace CEMAC et précisément entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Merci bien pour ce reportage. Retour sur ce plateau, nous parlons de la symbolique de l'assistance humanitaire du Cameroun via son président, le président de la République, son Excellence Paul Biya, à la République de Guinée équatoriale relativement à 16 épisodes, j'allais dire, sombres qu'ils ont vécu il y a de cela quelques jours seulement. Alors, professeur Edmond Biloa, vous avez suivi cette actualité, vous avez suivi ce qui s'est passé en Guinée équatoriale de bout en bout, un homme très averti de la scène politique. Vous avez également suivi de bout en bout ce que le président de la République, Paul Biya, a fait comme geste. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce geste du président de la République du Cameroun? Bon, mais c'est une bonne chose. On vient en aide à un pays voisin, un pays frère, un pays ami. Nous avons connu les mêmes difficultés il y a quelques années, pas dans la même ampleur, parce qu'il y a une soute qui avait sauté ici au quartier général, mais ce n'était pas dans la même ampleur. Je crois que en Guinée équatoriale, la catastrophe est immense. Oui, il faut faire souvent attention aux soutes. Il faut que les soutes soient dans des endroits très climatisés et qui ne fassent pas chaud. Mais ça peut arriver même aux pays les plus grands. On sait ce qui est arrivé à la catastrophe de Tchernobyl lorsqu'une centrale nucléaire a explosé. Donc le système de refroidissement doit être surveillé constamment. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en engineering, over-engineering, c'est-à-dire que s'il faut un boulon, il faut mettre 2 boulons, n'est-ce pas? Parce que s'il y a un seul boulon, le seul boulon peut être défectueux. C'est pour ça que dans les avions, il y a généralement au moins 2 réacteurs. Parce que s'il y a un réacteur qui tombe en panne, il faut que le réacteur restant puisse ramener l'avion à un aéroport le plus proche. Donc, il faut que on fasse attention. Donc, l'accident qui est arrivé en Guinée équatoriale nous parle, nous tous, parce que ce sont des accidents qui sont le plus susceptibles d'arriver dans nos pays, où on est souvent un peu laxiste, on ne prête pas attention aux détails, etc., etc. Donc, il faut faire attention, d'autant plus que les soutes, souvent, dans nos pays, sont au milieu des agglomérations où il y a beaucoup d'habitants tout autour. La dernière fois que la soute avait explosé ici au quartier général, heureusement, c'était la plus petite soute qui avait explosé. Si ça avait été une grande soute comme en Guinée équatoriale, tous ces gens qui vivent autour du quartier général auraient été affectés. Donc il faut un minimum de prudence, il faut un minimum de professionnalisme, il faut redoubler d'efforts et de vigilance, n'est-ce pas? Si la climatisation, s'il faut un climatiseur, il faut même mettre 3, parce que s'il y a un qui tombe en panne, les 2 autres vont supporter la charge. Bon, maintenant, il faut qu'on soit solidaire. C'est une très bonne chose. Le président Paul Biya a montré que nous étions solidaires de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. Et nous n'avons aucun doute que si nous étions dans la même situation, la Guinée équatoriale nous viendrait aussi en aide. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut que nous soyons beaucoup plus intégrés, n'est-ce pas? Les pays qui freinent, qui mettent les freins, c'est la Guinée équatoriale et le Gabon. Donc nous devons être intégrés comme la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Quand vous êtes
citoyen d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, vous n'avez pas besoin de passeport pour aller dans un autre pays. N'est-ce pas? Vous passez d'un pays à un autre comme si vous passiez de Ngouakele en Vombi. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça doit être. Donc, je dis que c'est une bonne chose. Nous devons pousser la solidarité plus loin. Nous devons être plus intégrés parce que nous avons des petites économies. 25 millions d'habitants, c'est quoi? C'est la population d'une ville au Nigeria. Et donc, nous ne pouvons avoir de grandes économies que si nous avons des grandes populations. Si déjà nous sommes intégrés en Afrique centrale, c'est vrai qu'on sera toujours petit par rapport au Nigeria. Mais ce sera au moins ça. N'est-ce pas? Parce qu'au Nigeria, si vous vendez quelque chose à 100 francs, vous devenez tout de suite milliardaire. Parce qu'il y a une telle population, il y a une population tellement dense que la plus petite chose que vous pouvez vendre va vous rapporter beaucoup d'argent. Mais en Afrique centrale, nous avons des micro-pays. Et ces micro-pays-là veulent toujours vivre en autarcie. C'est impossible, c'est normal que nos économies soient dans des petites économies. Si nous devons nous développer, la solidarité dont nous avons fait montre vis-à-vis de la Guinée équatoriale doit être l'apanage de tout le monde au sein de la CEMAC. Voilà. D'accord, merci bien, professeur. Alors, Armand Zambo, ici je vais convoquer votre casquette de chercheur à l'Institut des relations internationales pour naturellement comprendre la coopération bilatérale entre les deux pays et maintenant le Cameroun dans la CEMAC, parce qu'il faut le rappeler, le président de la République est président en exercice. Voilà. Alors, comment comprendre? Parce que la Guinée équatoriale, c'est l'un des pays les plus fermés de la sous-région, mais en sachant que eux aussi ils peuvent avoir ce genre de situation, est-ce que ce ne serait pas un prétexte pour commencer à revenir sur la table en ce qui concerne l'ouverture des frontières par rapport à la libre circulation? Oui, ça peut être un prétexte, mais vous savez, je vais citer Wende. En politique internationale, en réalité, on a coutume de dire qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt. Voyez-vous. Donc même lorsqu'on s'associe, même lorsqu'on parle de coopération, il s'agit d'une coopération stratégique. Ouais. Je coopère avec un État qui me permet d'avoir telle ou telle chose. Ce qui s'est passé, permettez-moi d'abord de revenir sur ce qui s'est passé à Bata. Bien avant. Vous avez vu, je vais citer, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu un envoyé du président Obiangema, je crois que c'était le ministre de la Défense, au palais d'Etoudi. Ensuite, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a dépêché le secrétaire général du président de la République en Guinée équatoriale. C'est pour dire, vous voyez qu'il y a une sorte d'interaction. Et maintenant, le 7 mars, il y a eu, si on peut le dire ainsi, une explosion d'origine industrielle dans une caserne militaire à Bata, qui, selon les chiffres officiels donnés par le vice-président, le ministre de la Défense et de la Sécurité, a généré, je crois, 98 oui. Bref, ils ont dit 98 morts, près de 515 blessés. Donc, on peut dire que les dégâts est lourd sur le plan humain. Mais à côté de ces décès, comme bilan, on peut également relever des traumatismes. Parce qu'il y a eu certains Guinéens qui sont partis de la Guinée pour venir au Cameroun. Parce qu'il faut dire que le Cameroun est une terre d'accueil. Tout le monde le sait, le Cameroun est une terre d'accueil. Il y a également eu des dégâts matériels. Maintenant, ensuite, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est un homme, si on peut le dire ainsi, d'une sagesse extraordinaire. Voyez-vous, en tant que président en exercice de la CEMAC, il a réagi automatiquement à travers une aide humanitaire, ce que vous appelez l'assistance. L'aide humanitaire, c'est quoi? L'aide humanitaire, c'est une aide d'urgence, une aide ponctuelle, qui est mise en œuvre dans une situation de crise ou de catastrophe naturelle pour assister un autre État. Et là, nous sommes dans la logique de solidarité. Il a dépêché le ministre de la Défense et le ministre de l'administration territoriale, lesquels ministres avaient une délégation de plus de 40 personnes, qui étaient constituées des médecins, des agents du génie militaire, et
le président de la République a offert un don important à la Guinée équatoriale. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que l'État du Cameroun qui est intervenu en Guinée équatoriale, parce qu'il y a également eu l'intervention de l'Espagne, des États-Unis, de la France et je crois de la Corée du Sud. Donc sur le plan de la coopération, c'est pour dire qu'en réalité, la Guinée équatoriale comprend qu'actuellement, nous sommes en plein dans ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation. On n'a pas eu d'autres pays, je vous relance, on n'a pas eu d'autres pays de la sous-région Afrique centrale en dehors du Cameroun? Selon mes sources, du moins, avant de venir ce matin, j'ai consulté Internet et je n'ai pas vu d'autres pays de la sous-région Afrique centrale qui sont intervenus. Donc, je préfère ne pas m'avancer sur ce terrain pour éviter de dire quelque chose de pas exact aux téléspectateurs. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le président Obiang comprend, puisqu'il a dit merci. Il a dit merci en langue fan, il me semble, parce qu'il a dit Akiba. C'est pour dire que le président Obiang comprend qu'il est difficile à l'heure actuelle de vivre en autarcie, puisque nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la mondialisation. Il faut donc s'ouvrir. Et même lorsqu'on s'ouvre, cette ouverture doit être stratégique. Parce que si je reviens, vous verrez que la politique extérieure, ce qu'on appelle la politique étrangère du Cameroun, vous verrez que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est silencieux. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est-à-dire l'État du Cameroun, s'inscrit dans ce qu'on appelle le principe de la non-ingérence dans les affaires internes. Vous allez remarquer que l'État du Cameroun s'ingère difficilement dans les affaires internes d'autres pays de la sous-région. Mais ce qui s'est passé est différent. Parce que lorsqu'on était en crise, il faut l'assister, il faut l'aider. Et la diligence de l'État du Cameroun, c'est pour dire au président Obiang que malgré les querelles qu'il y a pu y avoir bien avant, parce qu'à un certain moment, la Guinée équatoriale était considérée comme étant un pétrolier. Vous savez, vous avez le pétrole, les pétrodollars, et puis ils se sont dit, bah, on peut tout faire, et puis il y avait donc une logique de rivalité. Or, à l'heure actuelle, il s'est agi pour le président de la République, son Excellence, pour lui de dire que le Cameroun est un leader incontestable de la sous-région Afrique centrale. Et c'est dans cette posture de leader que le président de la République est donc intervenu en Guinée équatoriale au travers de cette aide humanitaire. Donc sur le plan de la politique internationale, le président de la République interpelle davantage son homologue frère en tendant la main à ce dernier pour dire ouvrons les frontières pour que l'intégration sous-régionale soit effective pour le bien de tous les citoyens de la sous-région CEMAC. Je refuse d'entrer dans des petits détails qui vont vous dans des petits détails importants parce qu'en réalité, il y a également si on veut, un conflit parce que vous voyez en Afrique centrale, il y a deux sous-régions. Il y a la CEMAC et il y a CEAC. Donc, parce qu'en réalité, le Cameroun appartient aussi bien à la CEMAC qu'à la CEAC. Mais il y a de fortes chances, vous voyez, le Cameroun est leader de la CEMAC. Et lorsqu'on est leader quelque part et que les autres pays refusent ou alors refusent volontairement ou involontairement de le reconnaître, et qu'à un certain moment, comme celui de la crise, vous intervenez dans un État et que quelque temps après cet État refuse de devenir de meilleurs sentiments, on peut parfois se sentir, comment dirais-je, peut-être mal écouté, et cela peut pousser peut-être le Cameroun à sortir de la CEMAC pour justement rester dans un cadre beaucoup plus large que celui de la CEAC. Donc, tout est possible. D'accord, naturellement. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir si c'était... si en dehors du Cameroun, il y avait d'autres pays, parce que je voudrais me rassurer également que je ne vais pas me tromper avec la question que je vais poser à Marie-Jeanne Abega. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que si jusqu'ici, bien sûr, les autres pays de la zone CEMAC n'ont pas réagi, c'est relativement par rapport à cette position, cette posture qu'a généralement la Guinée équatoriale à pouvoir vivre en autarcie? Je m'aligne derrière l'intervention de Zambo. Et je voudrais rappeler ici que il n'y a pas longtemps, la Guinée équatoriale construisait un mur
pour matérialiser sa barrière, sa frontière avec le Cameroun. Et je voulais dire aussi que je suis sûr d'une chose, si ça avait été le contraire, les Camerounais n'auraient pas eu la possibilité de traverser pour aller se réfugier en Guinée équatoriale. Donc, le président Obiang peut revenir à des meilleurs sentiments. Mais est-ce que la population guinéenne est revenue à des meilleurs sentiments? Cette situation, pour qu'elle soit réglée, a besoin d'une large campagne de sensibilisation et du réarmement moral. J'interpelle notre père qui est sur le plateau. La Guinée a besoin du réarmement moral afin de comprendre que si nous sommes les pays de la CEMAC, moi je dispose d'un passeport CEMAC, je crois que tout le monde ici a un passeport CEMAC, mais il nous est impossible d'aller en Guinée librement, il nous est impossible d'aller au Gabon, parce qu'ils estiment que les Camerounais sont de trop dans leur pays. Mais nous ne considérons pas au niveau de l'Afrique, du Cameroun, qu'eux, ils sont de trop parce que tout le monde est à l'aise au Cameroun, que ce soit les Tchadiens, les Congolais, les Centrafricains. Déjà, je sors de la Damawa, à Garoua-Boulaye, la densité de la population est en nette augmentation parce qu'il y a des camps de réfugiés centrafricains. Et c'est pas le geste camerounais à l'endroit de la Guinée équatoriale n'est pas un geste isolé, puisque la Centrafrique en sait quelque chose. Et par ailleurs, je voudrais dire que l'intervention du président de la République, Paul Biya, parle à tous ceux qui ferment les frontières aux autres. Parce que nul ne peut se suffire sous aucun prétexte, que ce soit sous le prétexte du pétrole, que ce soit sous le prétexte du diamant, de l'uranium, et puis je ne sais plus quel autre minerai on a dans son pays. On ne peut pas se suffire. Parce que le pétrole seul ne peut pas régler tous tes problèmes. Nous aussi, au niveau du Cameroun, notre plantain, notre banane, notre cacao ne peut pas résoudre tous les problèmes du Cameroun. Donc nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de nous serrer les coudes et nous avons besoin, Jean Arthur a parlé de la réponse du président Obiang qui s'est faite en langue fang. Quand il a dit Akiba, ça veut dire qu'il reconnaît que les Camerounais sont ses frères. Nous sommes tous des Bantous. Et si nous avons oublié l'hospitalité Bantou, parce que nous voulons nous mettre dans un enclos, nous voulons construire une tour, je ne sais pas si c'est le mur de Jéricho, pour être mieux protégé contre l'invasion des Camerounais, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il est temps que les Camerounais et les Guinéens soient ensemble. Et je vais continuer. Ce qui est arrivé en Guinée équatoriale peut arriver dans un autre pays. Et ça interpelle ici le réel problème de maintenance que nous avons dans nos pays. Aujourd'hui, c'est la soute. Nous avons eu des catastrophes au Cameroun où les immeubles se sont effondrés, et les ponts se sont effondrés, créant un véritable malaise. Nous avons eu, je crois que c'était au nord, lorsque la circulation s'est coupée, je crois que c'est passé à Toubor, la route s'est coupée parce que le pont s'est effondré. Donc, ça pose un réel problème de maintenance de nos infrastructures, de nos installations. Si ceux qui sont chargés de la surveillance et de la soute avaient joué effectivement leur rôle, on n'en serait pas à ce niveau. Donc, nous avons, si je prends le cas de notre pays, le Cameroun, il y a des immeubles où il faut faire 18 étages à pied à travers les escaliers parce que les ascenseurs sont coincés. Aujourd'hui, le Cameroun est allé secourir les Équato-Guinéens parce que la soute a sauté. Un jour aussi, la Guinée équatoriale viendra nous secourir parce que les gens sont morts asphyxiés dans un ascenseur au niveau de notre pays. Oui, donc il faut interpeller les techniciens, les maintenanciers à jouer effectivement leur rôle, à maintenir les infrastructures qui sont installées dans nos pays. Et lorsqu'il faut maintenir ces infrastructures, il faut véritablement les maintenir sans tenir compte de ce qu'on y gagne. Parce que s'il faut aller maintenir pour justifier la défense alors qu'on n'a pas changé la pièce qu'il faut, nous serons toujours victimes des catastrophes. Donc, pour chuter, je vais dire que le cas de la Guinée équatoriale n'est pas isolé. En Afrique centrale, nous avons besoin du réarmement moral pour que l'intégration sous-régionale soit effective. D'accord, merci bien. Monsieur Otou,
Qu'est-ce que ça vous fait finalement quand vous apprenez une nouvelle, une telle catastrophe du côté de la Guinée équatoriale? On parle de pratiquement 500 morts, de 105 morts et d'un peu plus de 600 blessés. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que, je vais dire, leader d'une association comme le réarmement moral? Auront-ils aussi besoin d'un médicament réarmement moral? Oui, bon, merci beaucoup. Je ne voudrais pas mettre le réarmement moral à toutes les sauces là, pour ne pas trop le diluer. Oui. C'est vrai qu'une catastrophe de cette ampleur est très très impressionnante et fait mal. Ça a déjà eu lieu, il y en a eu ici, il y a eu une explosion ici dans la caserne. Il y a eu une explosion pareil également au Congo-Brazzaville, il y a quelques années. Il y a eu une caserne également qui a pété. Et celle de Bata également, c'est des catastrophes extrêmement douloureuses et qui font appel bien sûr à tous ce dont nos amis ont parlé tout à l'heure, de la nécessité de la maintenance, la nécessité de bons équipements techniques, etc. Parce que c'est des domaines assez précis, c'est des domaines assez délicats qu'il faut savoir maintenir. Bon, le thème que vous avez soulevé, c'est la symbolique de l'assistance du gouvernement camerounais à la République sœur de Guinée équatoriale. Lors de cette catastrophe-là, la symbolique, ça veut dire ça représente quoi? Ça représente une image très très forte. Une image très forte parce que lorsque un accident naturel ou provoqué se produit dans un État, les États font tout de suite appel à l'aide internationale. C'est habituel. Il peut y avoir une inondation, il peut y avoir un écroulement, il peut y avoir un tremblement de terre. La première réaction des responsables du pays victime, c'est de faire appel à l'aide internationale. La symbolique de notre aide à la Guinée, en tant que frère voisin, est forte. C'est que si vous arrive quelque chose, nous sommes là. Avant même que les autres ne viennent vous aider, nous allons vous aider avec ce que nous avons. Et nous avons vu tout à l'heure dans le reportage, n'est-ce pas, des dizaines de camions qui portaient des éléments qui sont allés là-bas. Et c'est très fort, effectivement. C'est une belle symbolique, une belle image d'un pays debout qui est prêt à aider son pays frère, un pays frère en difficulté. Hein, a friend in need is a friend indeed. N'est-ce pas, un ami qui a des problèmes, que vous venez en aide, ça veut dire que vous êtes véritablement son ami. Nous sommes effectivement les amis et les frères de la République de Guinée équatoriale. Tout à l'heure, le professeur a parlé, cela fait appel, n'est-ce pas, certains domaines, à parler de l'intégration, parce que c'est une chose qui se ressort. Enfin, je ne veux pas revenir, c'est très bon. Je ne peux pas, la symbolique est bonne. Alors maintenant, il y a des problèmes qu'on peut se poser. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'intégration dans notre sous-région? Effectivement, la Guinée équatoriale s'est mal positionnée. Quelle est la symbolique de la construction du mur, n'est-ce pas, qu'elle a commencé entre notre pays et le leur. Nous voyons deux symboliques. Hein. La symbolique d'un pays qui vient aider son frère et l'autre symbolique d'un pays qui se mure derrière sa richesse. Parce que la Guinée équatoriale, c'est un pays relativement petit en termes d'espace, en termes de population. C'est un pays qui a peut-être 5 ou 6 fois moins de personnes que nous. Mais ils ont des ressources. Ils ont eu à un moment donné des ressources extraordinaires. J'ai eu l'occasion de visiter ce pays. Il y a des infrastructures admirables, des autoroutes, des immeubles. Ils vivent dans une relative opulence par rapport à nous. Et ils se positionnent comme des gens qui ont peur de nous. Ils ont peur du Cameroun qui vient les envahir, qui vient prendre leurs ressources, qui vient... Hein, alors eux, ils se disent, non, nous, on est riches. Il y a quelques années, moi j'étais petit, j'étais jeune, aux indépendances,
la Guinée équatoriale, c'était un pays où on disait que le président venait faire des achats au Cameroun, où ils n'avaient pas encore découvert toutes les richesses qu'ils avaient, et on pensait que d'ailleurs, beaucoup de gens disaient qu'on devait envahir la Guinée équatoriale, faire partie du Cameroun. Enfin, la Guinée équatoriale, c'était un petit frère par rapport au Cameroun. Ils n'avaient pas encore toutes ces ressources, ils n'avaient pas encore découvert toutes ces ressources-là. Mais lorsqu'ils ont découvert, ils ont vu l'importance de leur situation et ils sont mis à se murer, n'est-ce pas, à ne pas les Camerounais, comme on sait le faire. Certains ont commencé à aller là-bas et la Guinée s'est sentie menacée par le Cameroun. La symbolique du mur, c'est que nous, on est... Au moment où on est en train de faire des grands ensembles régionaux, la CEMAC, la CEDEAO, l'Europe du Nord, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, etc., on ne fut qu'au niveau d'intégration africaine, où nous avons ce qu'on appelle la zone de libre-échange africaine qui est en train de se construire sur la base de certains regroupements régionaux. Notre région d'Afrique centrale fait partie des moins intégrés. Il a parlé de l'Afrique de l'Ouest. D'Afrique de l'Ouest, j'ai eu l'occasion de vivre là-bas et de sentir, n'est-ce pas, cette possibilité que vous avez de pouvoir évoluer dans tout cet espace-là, avec un grand pays comme le Nigeria, avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., qui ont des ressources et des gens peuvent aller. Il y a un libre mouvement. Vous arrivez en Afrique centrale, vous avez, pour aller au Gabon, vraiment, c'est tout ça, la croix et la bannière pour avoir le visa, pour aller en Guinée équatoriale, mais il faut présenter patte blanche. Mais c'est quoi? Quelle est la symbolique là? On parlait de symbolique tout à l'heure. Je vous ai parlé, vous avez monté une symbolique d'assistance, voilà une symbolique d'emmurement, d'enfermement. Alors, entre les deux symboliques, il faudrait que nous ayons raison, nous cherchions à trouver le juste moyen de faire en sorte que notre sous-région s'ouvre, que nous n'ayons pas peur d'envahir les autres. Ce n'est que le commerce qui pourrait agrandir. Il y a eu un marché, il y a, à la frontière Gabon, Guinée, Cameroun, il y a un grand marché. Hein? Mais qui est pratiquement déserté parce que qui était la possibilité de développer cette région-là, mais à cause des peurs de certains autres pays qui disent non, les Camerounais veulent venir envahir, ça a fait que ça réduit. La symbolique dans toute cette affaire, c'est que il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on travaille ensemble et qu'il n'y a rien. Ensemble, on fera plus que si que chacun reste dans son petit coin. D'accord, merci bien. Professeur, pour sortir de ce thème, je voudrais savoir si un pays est dans, je prends un exemple comme la Guinée équatoriale dans la CEMAC, comment faire? Est-ce que la Guinée équatoriale peut décider d'ouvrir ses frontières au Cameroun et ne pas ouvrir ses frontières à d'autres pays? Est-ce qu'un pays, quand on décide je vais dire, quand on est dans le concept de la libre circulation et libre échange, est-ce qu'on peut s'ouvrir à un pays et ne pas s'ouvrir à d'autres pays? Oui, il faut une législation supranationale qui lie tout le monde. Vous voyez? Il faut que tous les États soient signataires d'une législation qui les lie. En l'état actuel des choses, il n'y a pas une telle législation. C'est pour ça que les États font ce qu'ils veulent. En Union européenne, vous ne pouvez pas faire ça. Une fois que vous avez été signataire, vous ne pouvez pas vous permettre ça, vous serez frappé par Bruxelles. Donc, il faut que l'on travaille pour arriver d'abord à un consensus. En fait, ce qui se passe avec certains pays de la CEMAC, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine imagination qui croit que certains pays vont les envahir. Moi, j'ai enseigné au Nigeria pendant 8 ans, à l'université catholique. Et le pétrole du Nigeria vient de la région qu'on appelle Niger Delta. C'est là que tout le pétrole du Nigeria se trouve. Et cette région est pratiquement limitrophe avec la frontière maritime du Cameroun. Vous n'avez pas vu les Camerounais aller là-bas. Franchement, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui souhaiteraient quitter le Cameroun pour aller vivre définitivement en Guinée équatoriale. Cela participe de ce qu'on appelle l'imaginaire. C'est-à-dire que des gens imaginent que le Cameroun va les envahir.
En termes de potentiel, le Cameroun a un potentiel nettement supérieur à la Guinée équatoriale. En tout point de vue. En tout point de vue. Nous avons le pétrole à Kousséri. Hein? Nous avons la bauxite. Nous avons l'uranium. Nous avons toutes sortes de minéraux à l'Est. Le Cameroun est un pays immensément riche. C'est parce que le président Biya a dit qu'il faut laisser ces choses pour les générations futures. Vous voyez qu'on n'a pas totalement exploré le pétrole de Bakassi. Moi, je voyageais fréquemment entre le Nigeria et le Cameroun par bateau. Parce que j'allais souvent à Calabar, où l'université de Calabar voulait aussi me recruter. Vous voyez? Donc, il était plus facile d'aller à Calabar par bateau que de prendre l'avion pour Lagos et de prendre un avion de Lagos à Calabar, étant donné les distances. Mais le Nigeria exploite le pétrole à la frontière maritime du Cameroun. Vous voyez? Nous, on n'a pas commencé à le faire. On n'a pas commencé à le faire. Et j'ai mon frère qui est général. C'est lui qui s'occupait du Bir Delta. Donc c'est lui qui surveillait les bateaux dans cette région. On a des ressources immenses de pétrole. C'est parce que nous avons un pouvoir qui est très discret. Et les gens, quand ils ont un peu d'argent, ils croient qu'ils en ont plus que nous. Nous, au Cameroun, on n'est pas frappé par la crise du pétrole. Hein? Il y a crise du pétrole, mais on paye nos fonctionnaires sans problème. On a diversifié notre économie. Là-bas, en Guinée équatoriale, quand il y a crise du pétrole, ils ne payent pas leurs fonctionnaires. Hein? Bon, donc vraiment, il faut que les gens surmontent leur imaginaire. Il faut que les gens surmontent leur imaginaire. Il faut que nous travaillions à une législation commune qui va nous lier définitivement. Je dois vous dire, et Armand Zambo doit être au courant, il y a des experts qui disent au Cameroun que le Cameroun perd le temps avec la CEMAC. Bien sûr, c'est ce que je viens de Le dire. Cameroun doit aller avec le Nigeria. Oui. Parce que rien ne nous empêche d'avoir une convention avec le Nigeria. Rien. Il n'y a pas un acte international qui nous lie à la CEMAC. On va avec le Nigeria, on va gagner. Tout à fait. Tout ce qu'on va exporter au Nigeria sera vendu. Voilà. Mais le président Biya est très attaché à la CEMAC. Pour des raisons qu'on peut comprendre. Oui. Pour des raisons stratégiques, etc. Parce que nous sommes le maillon fort de la CEMAC. Si on laisse la CEMAC, les autres pays là seront balayés. Ils seront balayés. Boko Haram va les balayer. Voilà. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Si un jour, un président se lève et dit, bon, ok, la CEMAC, vous me dérangez suffisamment, je signe un pacte avec le Nigeria. Et moi, j'ai enseigné au Nigeria, j'ai un collègue, le professeur Atechi, il avait oublié son passeport à Yaoundé. Il arrive à Douala pour prendre l'avion, on lui dit, non, il n'y a pas de problème, vous avez une carte d'identité. Il dit, oui, ok, montez dans l'avion. Voilà. Vous avez besoin d'une carte d'identité pour aller au Nigeria. Bon, donc, en toute chose, il faut savoir raison garder. Nous aimons nos frères de l'Afrique centrale parce que nous avons des liens historiques, anthropologiques avec eux, mais ils doivent aussi nous retourner l'ascenseur. D'accord. Merci. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Madame Marie-Jeanne Nabégan, on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Merci bien, professeur Edmond Biloa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'excuse d'avoir été en retard, c'est parce que je voyage tout à l'heure. Je vous en prie. Nous étions également sur ce plateau avec M. Otou Nguini. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'était un honneur de participer à cette émission avec à côté des gens très distingués, n'est-ce pas, mes co-panélistes. Merci pour tout ce que j'ai appris. D'accord. Merci bien Armand Zambo d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je dois dire que c'était un plaisir de partager un plateau avec, ce sont mes parents, donc tout le plaisir est mien. Et il y a un adage qui dit que lorsqu'on s'assoit avec les parents, on gagne en sagesse. Donc j'ai gagné en sagesse. Et j'ai envie de dire au professeur la joie qui est la mienne, n'est-ce pas, d'être assis à ses côtés parce qu'il est vice-recteur à l'Université de Dieu et que je rencontre très souvent lorsque je vais chez mon directeur de thèse, pour ça j'ai répondu. Et je profite pour lui dire, puisque visiblement il connaît beaucoup de choses sur les relations de Cameroun-Nigeria, que j'ai commis un livre qui s'intitule « Le pétrole dans les relations entre Cameroun et le Nigeria », une dynamique diplomatico-stratégique que j'ai fait publier chez l'Harmattan.
J'aimerais avoir une copie. D'accord, merci bien. Ok. Peut-être vous me gratifierez aussi d'une copie. Bien sûr, comment pouvez-vous en être autrement? Merci, parce que je vous ai accordé une communication gratuite dont je réclame que j'ai droit à un exemplaire. Alors, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Le 20h de ce dimanche portera la griffe, l'estampille de Claude Maillot. Restez en compagnie des programmes de la plus républicaine des télévisions CAM 10. Bien le bonsoir.